Est-ce que tout est joué d'avance pour ces élections israéliennes ou il y a un réel enjeu encore? Non, pas du tout. Il n'y a rien qui est joué d'avance. J'ai eu la possibilité de parler à quelques apparatchiks des grands partis ce matin avant l'émission. Et puis c'est l'indécision et le suspense qui prédominent. Je dirais que même les grands partis n'ont pas plus d'informations que nous. Et c'est surtout la faute des instituts de sondage en Israël, Jim, parce que ils sont très mauvais. Ils posent des questions aux gens, ensuite ils font un remix selon leur lecture de la situation. Ils se trompent toujours à chaque élection, parfois même après la fermeture des bureaux de vote. Les Israéliens se rappellent une élection Pérez-Netanyahou très serrée, où le matin, les gens s'étaient réveillés sur une annonce d'une victoire de Pérez, puis ils se sont allés se recoucher parce qu'ils n'avaient pas dormi pendant la nuit. Et puis à midi, ils se sont réveillés avec un gouvernement Netanyahou. Et puis on peut aussi dire que les résultats seront très éloignés de leurs prédictions parce que c'est la même chose qui se déroule depuis 4 ou 5 élections, donc on prend pas trop de risques en le disant. On peut aussi dire qu'ils vont tous se tromper avec les mêmes erreurs parce qu'ils se copient les uns les autres. Et puis, ce qui est le pire, c'est qu'il y a jusqu'aux prochaines élections, qui pourraient, suivant les décisions de la justice, se dérouler déjà au mois de septembre prochain, eh bien, ils seront reconduits. Tout sera oublié parce que tout le monde a besoin quand même de sondeurs, même si on sait qu'ils sont mauvais. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'ils maintiennent le suspense franc et total et puis qu'on ne sait vraiment pas du tout qui va l'emporter demain. Stéphane, est-ce qu'on peut diviser la population israélienne et vulgariser ça en 3 grandes parties avec, des électeurs qui en ont marre de Benyamin Netanyahou et qui vont voter ailleurs, des électeurs qui en ont marre de Benyamin Netanyahou mais qui vont quand même voter Benyamin Netanyahou faute de mieux, et puis la fanbase de Benyamin Netanyahou qui reste quand même assez forte en Israël? Je crois que vous avez totalement répondu à l'interrogation. C'est absolument ça. Et je distinguerai encore les noyaux durs, ce que vous appelez la fanbase, c'est-à-dire qu'il y a à la fois au Likoud des gens qui, si Benjamin assassinait de ses propres mains dans 1 heure, tout son cabinet proche, tous ses conseillers voteraient quand même demain pour Netanyahou. Bien sûr, c'est une métaphore, elle est peut-être pas très très habile, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Et qui s'en fiche totalement des décisions qu'il prend, de ses problèmes de justice, qui va accuser l'armée, la police, la justice de faire des misères à Netanyahou et jamais mettre en cause leur leader. C'est un noyau, c'est à peu près, on évalue ça à entre 12 et 15 sièges pour demain. Ceux-là, on sait où ils sont, on sait qui ils sont. Et puis, de l'autre côté, on a les gens qu'on a, comme vous avez dit, vraiment ras-le-bol de Netanyahou, qu'on peut plus de ses affaires, qu'on peut plus, parce qu'il y a quand même beaucoup de contre-vérités, il y a beaucoup de manipulations. On a entendu sur notre radio, il y a quelques minutes, l'intervention de Benjamin Netanyahou auprès des électeurs, pas des juifs français. Il parlait aux juifs français, mais il voulait toucher les électeurs francophones. On n'oublie pas qu'il y a 600 000 locuteurs en français en Israël, et puis fallait vraiment leur parler et les pousser à les voter. Et il y a vraiment de l'autre côté de la plage politique, il y a des gens qu'on a vraiment ras-le-bol de ces techniques, de ces tactiques et de ces attaques contre les institutions israéliennes, également de l'association de partis extrémistes comme les kahanistes ou comme des partis religieux antisionistes au gouvernement, et on a à peu près le même chiffre siège entre 12 et 15 sièges dont on est absolument sûr et certain qui voteront contre Netanyahou demain. Et puis le reste, c'est des gens qui sont indécis ou c'est des gens qui ont des préférences. Et d'après les informations qu'on a réussi à recueillir ici à la MENA, il y aurait beaucoup de ces gens, il y a beaucoup d'Israéliens, peut-être 20%, et c'est énorme, de ceux qui se rendront aux urnes demain, qui sur le chemin vers le bureau de vote vont choisir, et seulement à ce moment, pour qui ils vont voter.
Voilà, la campagne électorale en Israël, elle dure également jusqu'à la dernière seconde, hein, jusqu'au moment où vous vous retrouvez à l'entrée du bureau de vote. On peut tenter encore de vous convaincre. C'est également différent de ce qu'on peut connaître ici en Belgique. Alors, ces indécis, ça va être important. Je voulais vous poser une question sur le parti de Yair Lapid et de Benny Gantz, hein, qui est toujours en tête des sondages, même si, on l'a dit, hein, ces sondages ne veulent pas dire grand-chose, et peut-être encore un petit peu moins en Israël que dans certains autres pays. Est-ce qu'on peut dire que Benny Gantz, il est freiné en ce moment par Yair Lapid, ou bien ce duo fonctionne, Stéphane? On peut dire les deux choses. D'abord, le duo fonctionne, et c'est même en quatuor, c'est même 4 leaders, parce que c'est l'anti-Bibi. Ils se parlent, tout est à la lumière. Ils sont pas très agressifs, peut-être pas assez. Ils ont l'air d'amateurs, en fait, quand on compare ça à la machine bien huilée du Likoud et à Binyamin Netanyahu, qui est un excellent orateur. Personnellement, Benny Gantz me fait penser un petit peu à Rabin, à Yitzhak Rabin. C'est quelqu'un qui est timide, qui est pudique, qui est hésitant. Ça a son charme. Ça donne une impression de vérité quelque part, et on peut pas savoir si c'est une vraie impression ou bien si c'est simplement parce qu'il a des manques, parce que il n'a pas de réponse à toutes les questions, parce qu'il a emprunté. Donc il y a aussi ce côté-là. Puis en face, on a le bulldozer, on a le type qui est vraiment rodé à tout ce qui se fait en politique, qui est le meilleur orateur que je connaisse, qui est même meilleur que Barack Obama, qui est tout à fait exceptionnel, que ce soit en hébreu, que ce soit en anglais, que ce soit face au Congrès américain, que ce soit face à l'ONU. Même si on n'est pas d'accord avec Binyamin Netanyahou, on est obligé de boire presque ses paroles, parce qu'il a appris, il a consommé cet art, et il est absolument extraordinaire. Et puis les gens, peut-être un peu plus éduqués, disent oui, mais bien s'exprimer, c'est une chose, et puis protéger les Israéliens de Sderot ou d'Ashkelon en tirant sur les terroristes qui lancent les roquettes, c'est plus important que les discours. Donc, il y a sur toutes les questions qu'on peut se poser à 24 heures, un peu moins de l'ouverture du scrutin, eh bien, il y a cette ambivalence. On peut répondre à toutes les questions de deux manières complètement opposées. Alors, on va se fier tout de même au sondage pour essayer de visualiser, hein, tout de même à quoi pourrait ressembler, eh bien, la prochaine Knesset. Et la majorité des sondages donnent quand même le parti travailliste, le Meretz et Judaïsme de la Torah entre 8 et 10 sièges. Et en dessous de cela, on a énormément de partis avec entre 4 et 6 sièges, hein, comme Kulanu, le parti de Feiglin, la Nouvelle Droite, Abait HaYehudi, Zehut. On a beaucoup de partis qui oscilleraient entre 4 et 6 sièges, voire même en dessous du seuil éligible. Stéphane, comment est-ce qu'on peut analyser cette multiplicité de nouveaux partis, surtout du côté de la droite? On a vu Benyamin Netanyahou, notamment dans cette interview hier sur i24 News, dire si vous voulez voter à droite, votez Likoud. Sous-entendu, n'allez pas gaspiller des voix dans des petits partis qui pourraient ne pas être élus. Est-ce que c'est ça, au final, le plus gros risque pour Netanyahou? Ouais, ça peut être ça, effectivement. Il y a beaucoup de partis et de personnalités qui se préparent à l'après Netanyahou. On sent bien quand même que c'est les dernières élections auxquelles il se présente. Et donc, voilà ce que recherchent des gens comme Bennett, des gens comme Feiglin, etc. Mais je crois qu'on peut donner une clé quand même aux auditeurs. Ce qui va dépendre pour savoir qui va être le prochain Premier ministre, c'est de savoir qui c'est qui va gagner les élections. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que pour Gantz, s'il obtient 1 ou 2 sièges d'avance, eh bien, c'est Netanyahou qui va gagner les élections, parce que le président pourra pas le nommer pour essayer de le former. Si Gantz et Kahol Lavan obtiennent 3 ou 4 sièges d'avance, eh bien le président va devoir hésiter parce qu'il n'a pas de bonne relation avec Netanyahou, comme d'autres barons du Likoud, comme Dan Meridor ou David Levy. Mais alors, s'il a 5 ou 6 sièges et plus, eh bien le président n'aura pas d'autre choix que de confier la formation du gouvernement à Benny Gantz, parce que les partis
non-extrémistes auraient de la peine à refuser d'entrer dans la coalition. Ce serait tourner le dos à la volonté du peuple. Et dans ce cas-là, les alliés les plus crédibles de Gantz, s'ils obtiennent le quorum, comme vous l'avez bien dit, eh ben, ce serait Lieberman avec Israël Beitenu, Kulanu avec Kahlon, avec le problème avec Kahlon qui se voit très bien comme successeur de Netanyahou à droite, avec Gesher, le pont en hébreu, Gesher veut dire le pont, qui est le parti de la fille de David Lévy. Donc c'est quand même les urnes qui vont décider de qui sera le prochain Premier ministre. S'il y a une grande victoire, donc de plus de 4 ou 5 sièges d'avance pour Kahol Lavan, eh bien le président n'aura pas d'autre choix que de lui confier. Ça ne veut pas dire qu'il réussira à former le gouvernement, mais de confier à Benny Gantz la tâche d'essayer de le former. Et puis dans tous les autres cas de figure, c'est-à-dire si Kahol Lavan l'emporte, mais avec 1 ou 2 sièges d'avance, ou si Binyamin Netanyahu et le Likoud l'emportent avec n'importe quelle marge, eh bien mercredi, c'est Binyamin Netanyahu qui sera appelé auprès de Reuven Rivlin. Donc l'importance de ces partis, c'est dans le cas de la formation de la coalition. Maintenant, la formation de la coalition dépend de la personne qui sera nommée par le président, et la personne qui sera nommée par le président dépend directement de la lutte entre les deux grands partis et de la différence du nombre de sièges que ces partis obtiendront. Et je crois que c'est une clé qui n'avait pas encore été donnée aux gens. Là, elle est très claire. C'est-à-dire un ou deux sièges d'avance, pardon, pour Kahol Lavan, et c'est Bibi qui sera à nouveau Premier ministre. 4-5 sièges, on se pose la question. Plus de 4-5 sièges, eh bien, on aura un nouveau gouvernement et un nouveau Premier ministre. Voilà la clé réelle de ces élections. Bien sûr qu'ensuite de ça, il faut, pour participer à la coalition, il faudra à ces partis qui feront les 4% fatidiques pour obtenir le quorum. Il faudra encore qu'ils obtiennent ce quorum, ce qui est pas du tout dit, parce qu'il faut des partenaires. C'est une palissade, mais il faut des partenaires pour former une coalition. Stéphane, une dernière question avant les élections israéliennes. On vous retrouvera évidemment pendant et après. J'ai envie de vous demander, Stéphane, on avait un taux d'abstention aux alentours de 30% aux dernières élections législatives israéliennes. Est-ce que vous allez voter demain, Stéphane? Bien sûr, je vais voter. Enfin, bien sûr, c'est pas si évident que ça, parce que je me suis abstenu de voter pendant les 3 ou 4 dernières élections. Je suis pas un passionné de politique intérieure. Je souffre beaucoup des échanges musclés, des accusations, des fake news. Je peux pas m'occuper de ces choses-là puis en même temps analyser la situation entre États et les situations stratégiques. Mais cette fois, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque part plus que jamais l'avenir d'Israël qui se dessine. Binyamin Netanyahu, c'est un style très particulier, assez éclatant, mais pour des gens éduqués, il y a quand même un certain nombre de problèmes qui se posent avec sa recandidature. On n'oublie pas non plus, Jim, et c'est vraiment important, que ces élections, elles auraient dû se dérouler au mois de novembre. Elles étaient prévues pour se dérouler au mois de novembre. Ce sont des élections anticipées. Et il n'y a aucune raison factuelle qui fait qu'elles sont nécessaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de guerre spéciale, il n'y a pas eu d'événements politiques majeurs, il n'y a pas de grandes questions qu'il faut trancher absolument maintenant et qui auraient justifié qu'on avance ces élections à ce mois d'avril. La seule raison, c'est les problèmes juridiques de Netanyahou, c'est-à-dire qu'il veut se faire conforter dans son avance, dans le fait que c'est la personne qui devrait être élue, le premier ministre naturel d'Israël. Et puis ça va arriver avant qu'au mois de juin, eh bien le procureur de l'État va devoir décider, après avoir auditionné Monsieur Netanyahou, s'il l'inculpe ou pas, et s'il est inculpé, on aura de nouveau des élections au mois de septembre ou au mois d'octobre. Ça aussi, tout le monde se le dit. Alors, il y a ceux qui veulent protéger Netanyahou en l'élisant,
Puis il y a ceux qui disent que c'est terminé, on a assez vu de Netanyahou, ce qu'il n'a pas été capable de faire en 14 ans à la tête de l'État israélien, il va pas le faire dans les 4 ans qui viennent. Puis ce qui nous a beaucoup manqué aussi, Jim, c'est le débat. Il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu du tout de débat. Je peux pas vous dire, je peux vous dire parce que je connais les programmes et les sensibilités des uns et des autres, mais par rapport à ce qu'ils ont dit pendant toute cette campagne de 3 mois, je peux pas vous dire quels sont les programmes des grands partis, en tout cas, notamment ce qui concerne la sécurité, ce qui concerne l'économie, la santé. Donc, ils sont contentés d'accuser l'adversaire de tous les maux, mais de rien proposer du tout. On est vraiment, Jim, dans une élection très particulière. C'est Bibi or not Bibi. On vote autour d'un homme. Est-ce qu'on veut que Bibi continue ou pas? Voilà la question qui se pose aux électeurs israéliens. Et moi, comme vous l'avez demandé, je sens que je dois aussi répondre à cette question. Donc, demain, entre des émissions de radio et de télévision, effectivement, j'irai même voter assez tôt pour pouvoir suivre la situation et en parler avec vous et avec les auditeurs.